Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci encore une fois d'être avec nous pour cette 46e conférence avec Biotech Finance et en partenariat avec France Biotech. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Tuan Nguyen. Tuan Nguyen, bonsoir. Vous dirigez Gulliver Thérapeutique, qui intervient en médecine régénérative et particulièrement sur la régénérescence hépatique et les insuffisances hépatiques sévères. C'est vraiment très, très ciblé. Depuis la création de Gulliver, vous avez réuni à peu près 3 millions d'euros auprès de BPI France, de Business Angel et de la SATT West Valorisation. L'entreprise a signé un protocole d'accord avec l'hôpital Paul Brousse à Villejuif pour démarrer des essais cliniques de phase 1 et 2. Nous y reviendrons sur ce sujet-là. Ça, c'était dans le traitement des hépatites sévères. Et la nouvelle qui vient de tomber, on ne l'a pas fait exprès, elle est tombée aujourd'hui. Vous avez obtenu un avis scientifique positif de l'EMA pour mener à bien ces essais. Donc, sur la stratégie de développement clinique de bioproduction dans l'insuffisance hépatique aiguë. On y reviendra aussi. Voilà, vous préparez donc, on a vu avec ces belles nouvelles d'essais cliniques qui vont arriver, vous préparez toujours d'ailleurs une levée de fonds qui pourrait avoisiner, on connaît le montant, 10 millions d'euros. Mais on va parler de toutes ces nouvelles. Tout d'abord, Tuan Nguyen, peut-être qu'on va présenter la science et aller au fond de la science de Gulliver parce que c'est intéressant. C'est de la médecine régénérative, encore une fois. Vous avez choisi pour cible le foie. Donc, allons-y. Présentez-nous un peu la naissance de Gulliver et son axe de recherche scientifique. Oui, bonsoir à tous et merci de prendre un peu de votre temps pour venir écouter un peu l'histoire de Gulliver. Donc j'aime beaucoup parler science parce que je suis moi-même chercheur INSERM et je travaille depuis ma thèse sur tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire et j'ai pu investiguer pratiquement toutes ces approches-là pour trouver une thérapie pour les maladies du foie. Et je suis tombé dans le foie parce que, comme tout étudiant de thèse, j'ai cherché un sujet de thèse. Je connaissais la thématique, c'était thérapie génique. C'était extraordinaire à l'époque de pouvoir transformer des virus qui s'étaient mortels pour les transformer en virus thérapeutiques. C'est comme ça qu'a commencé mon histoire scientifique et je suis tombé dans une unité INSERM à Cochin qui développait une thérapie cellulaire et génique avec des rétrovirus pour guérir des maladies génétiques du foie. Et puis j'ai grandi avec tous les succès et insuccès de la thérapie génique. J'ai grandi avec les compétitions entre des partisans de la thérapie génique in vivo qui injectaient des virus et mon labo de thèse qui était dans la thérapie cellulaire qui manipulait les cellules en dehors du corps et pour les réinjecter. Et au final, vous voyez, pratiquement, il y a 4 ans, 5 ans, au final, on arrive à une thérapie génique ex vivo avec des premiers produits décartés qui sont en fait une combinaison des deux technologies. Donc la leçon que je retiens, c'est que il faut explorer toutes les voies, il n'y a pas de mauvaise thérapie et qu'à la fin, ce qui compte, c'est guérir le patient. Alors moi, j'ai développé la thérapie cellulaire, donc je connaissais les enjeux de la thérapie cellulaire. On a guéri des maladies animaux, on est allé chez les grands animaux, chez des primates, on a injecté des cellules pour montrer qu'elles persistaient en autologue, et ainsi de suite. Et pourtant, on n'a pas continué en essai clinique. On a vu des financements pour aller sur un essai clinique, dont un PHRC. Mais en fait, au moment de lancer ces essais, il nous manquait une chose, c'était la source de cellules. On était bloqué par cette fameuse source des cellules parce que les cellules du foie, on peut les isoler. On sait très bien les isoler maintenant de qualité clinique, puisqu'il y a beaucoup d'essais cliniques avec des hépatocytes isolés du foie.
Et pourtant, la difficulté, c'est qu'à chaque fois, il faut repartir d'un foie d'honneur. C'est vrai qu'en arrivant sur des maladies autologues, on n'avait pas un problème de source, puisqu'on prenait celui d'honneur. Mais d'un point de vue nombre de patients, du besoin médical qu'il fallait adresser lorsqu'on crée une biotech, parce que j'avais toute ma carrière sur la maladie génétique. Et donc, ça a été mon premier virage scientifique lors de la création de la biotech, c'était de trouver quel type de maladie. Alors donc, pour résoudre cette source de cellules, hein, donc, il y a eu ces fameuses cellules souches pluripotentes, qui a eu le prix Nobel avec Yamanaka et James Gordon, qui sont des cellules assez extraordinaires puisqu'ils ont cette capacité de s'auto-renouveler de manière indéfinie in vitro, puisque maintenant on arrive à faire des conditions pour les amplifier de grade clinique, tout en gardant leurs propriétés souches. Et elles ont également cette double propriété de pouvoir se différencier en toutes cellules du corps humain. Et nous, on s'est intéressé sur la voie donnant les cellules du foie. Donc, on a eu 2 projets européens. Donc, c'est une collaboration européenne. La France est leader dans ces 2 projets européens parce que c'était eux les coordinateurs. Donc, c'était avec Anne Weber qui était directeur INSERM à l'époque. Donc, ça a fonctionné. Donc, on a eu deux projets européens à la suite. Et puis, nous, on a continué le projet avec des financements, des subventions publiques nationales en tant que chercheur pour commencer à industrialiser le processus et commencer la qualité médicaments. Et c'est là où on a eu le soutien de toutes les structures d'innovation, y compris l'Université de Nantes, SAT et tout cela. Et pour créer la société Gulliver Therapeutics en 2017, puisqu'on a réussi à breveter un procédé de production qui répondait à un verrou technologique. C'était comment on arrivait à amplifier ces cellules souches pluripotentes et les différencier en grande quantité, parce qu'en tant que chercheur, 99% de nos conditions de chercheurs utilisaient des matrices xénogéniques extraits de souris et qui marchait très bien. Donc, c'est toute notre référence de différenciation et ça reste encore la référence scientifique à l'heure actuelle. Mais d'un point de vue industriel, c'était insuffisant. Donc, on a identifié une protéine recombinante capable de faire cette production, d'amplifier ces souches pluripotentes et puis de les convertir en hépatocytes et reproduire en fait tout ce que était publié dans les papiers scientifiques et tous les processus. Donc en 2017, ça a été la mise en place de la société, le recrutement des chercheurs, des ingénieurs pour bâtir notre savoir-faire et vérifier qu'effectivement, on arrivait à transformer d'un point de vue industriel tous ces processus de chercheurs. Ça nous a pris pratiquement 1 an, alors que j'étais quand même dans le domaine depuis pratiquement 5 ans. Et on a mis en place les modèles précliniques. Donc, du point de vue biotech, la difficulté, c'était la reproductibilité des modèles, et ainsi de suite, pour reproduire et remontrer la robustesse de ces procédés. Et on a commencé à tester l'industrialisation à grande échelle, en testant énormément de conditions, avec cette contrainte donc biotech. Je reviens toujours cette contrainte biotech que je me pose toujours moi au-dessus de ma tête, parce que je suis chercheur, qui est le coût de production au-delà de l'aspect scientifique. Et comme vous devez sûrement le savoir, lorsqu'on parle d'un produit de thérapie cellulaire, le procédé est le produit. C'est-à-dire que dès que je change un produit, je change mon produit. Dès que je change un réactif, je change mon produit final. Donc la première année et encore les 2 premières années, on a simplifié au maximum le protocole de production, puisque la contrainte du médicament, c'est la reproductibilité. Et c'est là où on entre dans la notion de tout ce qui est, où j'ai découvert, hein, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement des matières premières, puisque dès qu'une matière première manque, il faudra tester ou trouver une alternative et l'alternative pouvant modifier mon produit.
Donc, c'est tous ces aspects-là que j'ai réussi donc on a sécurisé. Donc, au final, au bout de 2018, donc on a suffisamment avancé pour soumettre un premier dossier réglementaire à l'agence réglementaire de Royaume-Uni, donc le MHRA, où on a montré notre stratégie de développement pharmaceutique. Et on était allé voir le Royaume-Uni parce qu'on savait qu'ils étaient très en avance et qu'ils avaient vu énormément de dossiers dans le domaine avec des cellules souches pluripotentes. Donc, on savait que leur avis pouvait être comparé à d'autres dossiers. Également, j'ai des collaborateurs cliniciens. Donc, ça faisait sens d'aller au Royaume-Uni. Donc, ils nous ont donné un avis favorable. Voilà, ils nous ont dit, voilà, c'est très bien. Sur la base de ce que vous nous avez donné comme données, de caractérisation de votre produit, de procédés et de vos données premiers précliniques, ça tient la route. Donc, continuez, revenez vers nous avec des lots cliniques. Donc, c'est année 2018, c'est ce qu'on a continué. Donc, on a amélioré notre produit. Donc, notre produit, c'est une solution injectable d'hépatocytes congelés issus de cellules souches pluripotentes. Et autour de cela, on a construit un produit prêt à l'emploi, sachant que la congélation des cellules sous-entend derrière une préparation hospitalière. Et pour mieux contrôler la qualité de notre produit lorsqu'il y aura l'injection au niveau du patient, le produit NEC Plus Ultra est un produit qui serait indirectement injectable, c'est-à-dire on prend notre fiole de cellules congelées, les médecins ou l'infirmière le prend du frigidaire et puis va le décongeler. Donc on a commencé à imaginer un petit appareil de décongélation automatique. Et il suffira ensuite, donc, comme un vaccin, de prendre une solution de resuspension et de resuspendre nos cellules, d'aspirer et puis d'injecter. Donc, il y a aucune une étape intermédiaire qui est classiquement utilisée dans les produits de cellules congelées qui sous-entendait un personnel très hautement qualifié parce qu'il fallait décongeler les cellules, les centrifuger et donc tout ce qu'on appelait donc, ces préparations de cellules qui est sujet à très forte variation selon le personnel et selon l'endroit. Et donc, c'est-à-dire que ça signifiait pour nous, en tant que biotech, où on se projette déjà en phase 3, ou lorsqu'on sera multicentrique, comment contrôler la préparation de médicaments. Et on sait que c'est généralement au niveau des phases 3 où il y a les échecs, lorsqu'on commence à élargir un très grand nombre d'hôpitaux, où c'est là il y a une grande variabilité non seulement des patients, donc on essaie déjà de travailler sur la stratification des patients pour les rendre plus homogènes, et également travailler en parallèle, ce que nous, on peut faire déjà, travailler sur la standardisation de la préparation de médicaments, quel que soit le niveau de compétence. Bien sûr, il nous faudra un niveau de compétence minimal pour préparer notre médicament. Et donc, c'est ce qu'on a travaillé en 2018. Donc, maintenant, on a un produit voilà, on prend la fiole, on la décongèle. Les ingénieurs l'aspirent de la fiole de congélation et on va chez la souris qui modélise notre première indication thérapeutique qui est l'insuffisance hépatique aiguë, maladie rare. Donc ça, c'était un premier choix d'indication très fort de la société. Donc, on avait le choix d'aller en maladie chronique, qui est le gros marché dans le domaine. Donc, on est dans la transplantation hépatique. Il y a plus de 100 000 patients en attente de greffe. Un tiers des patients n'auront qu'une greffe. Et ça, c'est qu'un iceberg. Et 90% du marché dans la maladie chronique. Et pourtant, nous, on a choisi d'aller quand même dans l'insuffisance hépatique aiguë, maladie rare, pour la simple raison que, première raison scientifique, déjà, parce que comme je suis scientifique, avec mes cliniciens, on a suffisamment de recul maintenant pour envisager, du moins, là où on pourrait avoir un bénéfice le plus net pour le patient. Et l'insuffisance hépatique aiguë, donc c'est une destruction massive du foie, sans antécédent de maladie chronique.
Et donc, le foie a une forte capacité de s'autorégénérer. Et donc, de suite, ça devient intéressant pour nous parce que c'est une maladie pour laquelle on peut éviter la greffe. Qui a un certain, il n'y a pas suffisamment de greffe, c'est un grand coût pour la société, c'est des centres très spécialisés qui doivent le faire ce geste-là, donc c'est pas très universel et tous les hôpitaux ne peuvent pas le faire. Donc nous, l'idée, c'est de venir avec un produit peu invasif, facilement injectable, et que, voilà, idéalement, à terme, lorsqu'on sera sur le mise de marché, une simple infirmière pourra injecter en intraveineux notre produit pour aider au foie à se régénérer, parce que le foie, dès qu'il est agressé, il veut s'auto-régénérer. Mais dans l'insuffisance hépatique aiguë, la destruction est tellement massive qu'il faut donner du temps. Donc, c'est là où nous, on intervient. Et donc là, on parle de suite de traitements transitoires, temporaires, où on injecte, le patient va régénérer avec ses propres cellules et nos cellules qui sont en traitement transitoire, on peut imaginer maintenant un traitement allogénique. Voilà, donc c'est un produit pour tout type de patient. Et une fois que nos cellules ont fait leur travail de stimulation de la régénération, de support à la régénération hépatique, eh ben, nos cellules n'ont plus besoin d'être là. Et c'est là que ça devient intéressant du point de vue biosécurité, parce que la première question qu'on se pose tous pour des produits de thérapie cellulaire, et encore plus avec des cellules souches pluripotentes, quel est ce potentiel, ce risque de tumorigénicité de ces cellules qui sont nouvelles et comment on va aborder cette question-là, on va dire, si un patient devait avoir ce type d'effet secondaire. Eh ben, dans ce type d'indication que nous avons, dans l'insuffisance hépatique aiguë, greffe allogénique, on a démontré qu'on pouvait injecter chez la souris immunocompétente. Donc voilà, on a des modèles où on injecte nos cellules, les souris meurent à cause du toxique qu'on injecte. Et lorsque nous, on injecte nos cellules sans une expression, les souris vont survivre très rapidement. Voilà. Et donc, la mort de ces souris intervient dès les 24 heures. Donc, ça veut dire que, et c'est exactement ce qui se passe chez l'homme, nous, on va s'adresser à des patients qui vont être en liste d'attente de greffe pour l'instant, donc en greffe en urgence. Donc, c'est une greffe qui doit arriver généralement dans les 48 heures, 72 heures, lorsqu'ils sont en liste d'attente. Et donc, c'est-à-dire que notre produit doit avoir un effet thérapeutique très, très, très rapide, et idéalement dans les 24 heures. Et c'est ce qu'on démontre chez la souris. Voilà. Elles sont congelées à un stade métabolique qui est défini par notre procédé, mais également le temps de récolte, au moment où on récolte nos cellules au col à différenciation. Donc, les cellules souches pluripotentes, on les amplifie, on commence à mettre un cocktail de différenciation pour les diriger dans des cellules qu'on appelle endoderme, qui est un des feuilles embryonnaires. On les transforme en cellules souches hépatiques, hépatoblastes, et on pourrait comme ça les pousser jusqu'à l'hépatocyte différencié. Et donc, un de nos paramètres, c'était à quel moment on doit récolter nos cellules pour avoir un compromis entre la thérapeutique, ça c'est la science, voilà, ou la science, ou si je faisais mon avocat du diable, moi-même qui suis scientifique, le rendement de récolte et de production, ce n'est pas important, puisque c'est la démonstration scientifique qui nous intéresse, et que produire 1 million de cellules par souris, ce n'est vraiment pas un enjeu pour nous. Par contre, dès que je viens à la biotech, nous, donc on a un produit où on va injecter des milliards de cellules. Là, l'enjeu de rendement est complètement primordial du point de vue coût de production et la quantité de médicaments qu'on pourra nous produire pour adresser le marché. Et c'est là où on a trouvé un compromis entre un rendement de récolte, donc d'écollement des cellules suffisamment très très efficace, rendement de production, qui à la fin permet de guérir nos modèles de souris qui miment l'insuffisance hépatique aiguë et qui nous permettent maintenant d'avoir un coût de production qui est très très fortement diminué, qui devient complètement compétitif par rapport par exemple à d'autres systèmes de production
et que pour Gulliver, le coût de production est moins l'enjeu maintenant. Et donc ça, c'est important puisqu'on pourra démontrer un coût-bénéfice sociétal, non seulement thérapeutique, mais également en face, puisque c'est l'autre enjeu de la société, c'est le coût de remboursement et de prix des médicaments qu'on a commencé, nous, à aborder en travaillant sur les coûts de production. Donc, c'est là où on est allé à l'EMA, on a soumis ce dossier-là. Pendant le Covid, donc on a travaillé, l'EMA a travaillé, et là, il vient de nous remettre leur avis. Donc, on a posé des questions, donc on a actualisé notre dossier qu'on avait soumis à Machiré en Angleterre. On a updaté avec nos dernières données de manufacturing, données précliniques, et avec un peu plus de description sur les contrôles qualité, puisque l'autre enjeu du médicament, du candidat médicament, donc on parle de manufacturing, mais également on parle de bioessai. Bioessai de compatibilité, parce que ipso facto, déjà que la production d'une molécule varie. Nous, on le voit bien dans nos cellules. Dès qu'on achète une molécule, un réactif chimique ou protéine, et qu'on change de l'eau, on doit retester pour vérifier que nos cellules se comportent bien comme il faut, dans des critères acceptables. Et parfois, on voit une différence dans la manière de comportement de nos cellules. Et donc là, on s'adresse à une cellule. Donc la variation est encore plus énorme. C'est ce qui fait peur dans la cellule, c'est-à-dire cette variation due aux conditions de stress cellulaire de la cellule, stress au niveau de la culture, stress au niveau de la récolte et stress au niveau de ce qu'on appelle le downstream process. Donc voilà, et donc on a posé ces questions-là à l'EMA, et ils nous ont donné un avis favorable avec forcément des recommandations. Donc, et la recommandation qu'on attendait de leur part et attendue, c'était contrôle qualité, beaucoup de contrôle qualité, et surtout et beaucoup de compatibilité entre les lots de production. Et quels sont vos critères pour montrer que, quel que soit le lot produit, vous arrivez à montrer que vous avez des lots comparables, quels que soient les sites de production, et ainsi de suite. Donc, c'est le prochain challenge de Gulliver, c'est d'apporter ces données de compatibilité à notre prochain dossier d'essai clinique qui va se passer donc en national. Voilà. Et donc, la prochaine étape Gulliver, ça va être maintenant d'aller vers un prestataire CMO. Donc, c'est notre second business model qu'on a choisi dès le départ. On a choisi, nous, en tout cas pour nos premiers lots de production, nous, en tant que petit start-up, dans une innovation un peu très nouvelle et très peu développée par les big pharma, on a choisi de d'externaliser nos premiers lots de production GMP. Donc, on a trouvé un partenaire. Et donc, dans cette année, on devrait pouvoir commencer à faire nos premiers lots pilotes et commencer à avoir nos premières données de compatibilité. Et c'est là où on apprend d'autres choses, c'est que entre la science et le vrai manufacturing, entre ce que moi je fais à Gulliver et ce que c'est fait par d'autres personnes extérieures, donc on a bien simplifié le protocole pour que ce soit plus un enjeu de transfert technologique, mais par contre, par exemple, des choses très factuelles, par exemple, nous, chercheurs, lorsqu'on récolte des cellules, on a bien la glace. On met nos cellules dans la glace pour éviter que la cellule évolue entre le moment de la récolte et le moment de sa congélation, le temps de faire les tests, ainsi de suite. Eh ben, au moment de la production en vraies conditions GMP, ben, la glace, il faut oublier. Il faut oublier la glace parce que la glace, c'est une sorte de contamination. Et donc là, on revient à la science. C'est pour ça que j'adore ce côté biotech, et si je m'amuse beaucoup dessus, c'est qu'après avoir, on va dire, résolu tout ce qui est mise à grande échelle des cellules, à l'échelle de milliards, on a contrôlé à peu près la destinée de cellules. Maintenant, on a une contrainte au moment de la récolte, et ben, on n'a plus le droit à la glace.
Et donc, la cellule, lorsqu'elle n'est pas à 37 degrés dans son milieu nutritif et lorsqu'elle est et qui peut être dans la glace, eh ben, elle n'aime pas du tout. Et donc, ça peut impacter notre produit. Et donc, on a fait, sachant toute cette contrainte-là, ben, on a refait un peu de R&D pour montrer que nos cellules, les conditions qui permettent à nos cellules de résister à température ambiante pendant 3 heures, 4 heures, le temps qu'on récolte nos cellules. Et également, on a fait l'autre partie qui est la stabilité de nos cellules après préparation à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, ça sera injecté à température ambiante pendant quelques heures, le temps de la préparation, le temps de préparer le patient, ainsi de suite. Donc il y a une contrainte de stabilité à température ambiante. Et donc, on a trouvé des conditions qui permettent d'injecter nos cellules, ils sont stables pendant plus de 4 heures à température ambiante. Donc, voilà, donc c'est tous ces aspects-là qu'on contrôle. Et c'est pour ça que ça prend du temps de développement entre la recherche scientifique. On a commencé au projet européen, vous voyez, on est parti sur des matrices inutilisables en clinique. On est arrivé au manufacturing où on a changé d'échelle de bioréacteur, donc on a dû recontrôler la production à très très grande échelle. Et puis après, maintenant, je suis à l'étape production low clinique GMP. Et là, on a les contraintes là, je l'ai dit, de downstream et de préparation à l'hôpital. Et tout ça mis tout à tabou, eh bien, on aura, je pense, un produit final qui sera hyper stable, hyper facile à utiliser. Et bien sûr, tout cela, on est arrivé à un moment donné où on a eu beaucoup de retours sur les échecs de la thérapie cellulaire. Hein. Comme j'ai dit, ils ont vu des phases 1, phase 2. Il y a eu des phases 3 qui sont faites, qui ont échoué. Et à chaque fois, nous, on a analysé, nous en tout cas, pourquoi on pense qu'ils ont raté ces développements, ces phases-là, parce qu'entre-temps, ils ont changé de bioréacteur, parce qu'ils ont des produits qu'il fallait décongeler, laver les cellules, les centrifuger et puis le réinjecter, ainsi de suite. Voilà. Et au final, il y a le manufacturing et il y a la préparation et stabilité. Et ce qui compte au final, c'est au bout de la seringue, quel est le produit qu'on a et quel est le produit stable qu'on a et quelles sont les spécifications et les déviations qu'on peut attendre de ce produit-là et qui est acceptable et pas acceptable. Et donc, c'est tout cet enjeu-là. Bon, parfait. C'est un exposé extrêmement, une présentation extrêmement complète. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Il est 19h29. Qui souhaite poser une première question? Donc, s'il n'y en a pas, je vais continuer. Tuan, ce qui est passionnant, c'est que vous allez lancer, ça a peut-être été un tout petit peu retardé quand même, mais vous êtes en train de préparer un essai de phase 1, phase 2. Le profil des patients, c'est hépatite sévère. C'est exactement ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est des hépatites sévères, en tout cas en attente de greffe. Donc voilà, c'est des patients qui n'ont pas d'autre alternative que la greffe de foie. Et donc, et, et donc, et donc là, vous arrivez déjà avec des lots GMP qui sont prêts. Comment ça va? Vous allez sélectionner combien de patients sur quel centre? Quel est le design? Est-ce que vous avez déjà travaillé le design de l'étude, tout cela? Donc voilà, donc c'est là où on a signé un partenariat avec le premier centre de greffe de foie de France, qui est le centre d'hépatobiliaire. Donc c'est là où la première greffe de foie avait été faite avec Henri Bismuth. C'est un centre, c'est le premier centre, troisième européen. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont testé beaucoup de thérapies innovantes. Hein. D'injection de cellules, de foie artificielle, ainsi de suite. Donc voilà, et on a commencé à designer voilà, le synopsis. Et maintenant, on arrive sur l'affinement du nombre de patients, le profil exact, à quel moment on injecte, à quel moment on décide qu'on peut les délister de la greffe. Pour pouvoir attribuer la greffe à un autre patient.
Donc voilà, donc tout ça, c'est en cours pour bien affiner tout cela. Donc ce sera de l'ordre d'une dizaine de patients. On est quand même dans la maladie rare, hein, donc il y a quand même peu de patients. Donc voilà, donc on fera un effet dose de cellules et avec une grosse discussion sur les voies d'injection, sur les critères d'inclusion, d'exclusion et tout cela. Voilà. Toujours en se basant sur les anciens essais cliniques qu'ils avaient faits et où vous avez malheureusement échoué dans, entre guillemets, de démontrer un bénéfice thérapeutique suffisant avec cette contrainte de peu de patients. Voilà, c'est ça la difficulté spécifique des maladies rares. Démontrer un bénéfice suffisamment élevé pour pouvoir, après la phase 1-2, faire une phase 2B suffisamment concluante et avoir, nous on vise bien sûr le fast track hein, sur cette indication. Et, voilà, et tout ce que nous on espère, c'est ce qu'on envisionne, on espère démontrer, c'est qu'on injecte nos cellules et dans les 24 heures, les constantes hépatiques du patient se sont stabilisées et voire augmentées pour montrer un début de guérison. Et dès que ça évolue dans le sens de la guérison, là, c'est très bon signe. Et donc là, on pourra penser du point de vue des cliniciens, de les délister, ainsi de suite. Et j'en profite justement de profiter pour vous dire que dans le domaine, donc, ça a bien avancé également. Voilà. Donc dans le domaine, il y a une première mondiale des Japonais, qui est le pays du prix Nobel des IPS avec Yamanaka. Et il y a un hôpital qui vient de poster des résultats d'un patient, en fait un bébé de 6 jours, qui a été atteint d'une maladie génétique, déficience dans le cycle de l'urée. Et ils ont produit des hépatocytes issus des cellules souches embryonnaires. Et ils ont transplanté chez ce bébé de 6 jours avec l'objectif de permettre à ce bébé de grandir suffisamment en poids et en âge pour recevoir une greffe. Donc d'emblée, ils étaient placés dans une optique de pont thérapeutique. Et donc, ils ont montré qu'effectivement, en injectant de 190 millions des hépatocytes, dans la veine porte, il y a la voie afférente du foie, donc c'est-à-dire que ils ont injecté directement dans la veine porte. Les cellules vont aller directement dans le foie, vont être captées par le foie et elles vont commencer de suite à métaboliser tout ce qui est ammoniac et tout cela. Et ils ont effectivement montré qu'il n'y a pas eu augmentation de l'ammoniac et le bébé a pu sortir de l'hôpital rapidement en fait. Hein. Donc c'était un premier signe. Pratiquement dans les 15 jours, ils ont vu qu'il y avait une bonne rémission, que tout se passait bien. Au bout d'1 mois, 2 mois, il est sorti de l'hôpital et 5 mois après, il a eu sa greffe. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on peut dire que dans mon domaine, cette technologie-là a démontré sa première preuve de principe clinique. Bien sûr, maintenant, il faudra plus de cas cliniques pédiatriques pour montrer effectivement un vrai bénéfice thérapeutique. Bien. Aujourd'hui, dans la compétition mondiale, vous arrivez en ligne de tête, mais j'aimerais bien comprendre le scénario de l'entreprise. Quel est le modèle que vous imaginez tel que vous le décrivez? C'est si complet qu'on pense que vous allez directement vers l'industrialisation et vous n'avez pas choisi la voie de la licence, mais peut-être que je me trompe. Non, disons que je pense que les deux vont de pair. On est dans un domaine de thérapie cellulaire, donc l'outil de production à grande échelle n'existe pas. Je m'adresse à un domaine thérapeutique et je sais que les licences qu'on pourrait espérer, c'est des big pharma qui viendraient, voilà, c'est super ce que vous faites, Godiver, moi, voilà, j'achète, allez. Mais pour démontrer ça, je pense qu'ils ont besoin d'être assurés. Est-ce que vous pouvez faire du manufacturing à grande échelle? Parce que moi, je n'ai pas envie de m'embêter. Hein. Moi, je préfère investir dans d'autres voies
voilà. Et puis attendre que le manufacturing et la qualité de votre produit soit suffisamment probant pour commencer à discuter avec vous une licence. Et donc, on a commencé à approcher des big pharma hein, et des pharma dans ce sens-là, qui sont dans le domaine de la médecine régénérative, qui sont dans le domaine du foie ou hors foie. Et c'est vrai que le retour, c'est généralement voilà, données cliniques. Ce serait le moment idéal de venir en données cliniques parce que vous aurez démontré effectivement que non seulement vous pouvez avoir une IND, vous pouvez démontrer le manufacturing et en plus, si vous avez déjà démontré que voilà, il y a pas, vous maîtrisez le risque d'ingestion de gel chez les patients, qui est nouveau quand même pour une pharma, voilà, nous, ça commence à nous intéresser. L'autre objectif de Gulliver, donc je sais que un des intérêts, c'est la maladie chronique. Donc nous, maintenant, comme mon programme insuffisance hépatique aiguë est très avancé et que le manufacturing est bien avancé, on va commencer maintenant à faire des modèles précliniques dans tout ce qui est maladie chronique. Donc on pense aux cirrhoses, au NASH et tout cela. Parce que dans le NASH, voilà, il y a beaucoup de monde dans la compétition. Hein. C'est une compétition fortement molécule. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les molécules n'arrivent pas à dépasser la phase 3. Et récemment, malheureusement, j'aurais dû espérer qu'ils réussissent, mais Genfit n'a pas pu démontrer des résultats suffisamment probants. Ça veut dire que pour des maladies du foie, qui sont des maladies complexes, hein, même l'insuffisance hépatique aiguë est une maladie complexe parce que c'est une régénération de l'organe en entier et c'est pas qu'une simple réponse d'une voie d'action. Donc, il faut sûrement plusieurs voies d'action. Et c'est ce qu'apporte la cellule, en fait. Une molécule est restreinte dans un mode d'action qui est relativement restreint. Voilà, je m'adresse à l'inflammation, je m'adresse à la régénération, et dans ces voies d'action, je m'adresse à un récepteur donné. La cellule, c'est une vraie usine de fabrication de protéines, dont il y a plus de 500 fonctions. Et dans des maladies complexes pour lesquelles on ne comprend pas forcément tout, on comprend les principes, hein, voilà, accumulation de lipides, régénération hépatique qui est déficiente, inflammation parce que le foie essaie quand même de s'auto-réparer. Donc c'est là, je pense que c'est la grosse valeur ajoutée de la cellule et surtout que la cellule, en fait, elle va pouvoir venir dans le foie et sécréter ces molécules-là en continu pendant un certain temps et à faible dose et d'avoir une action directe. La molécule, elle, ça marche très bien chez les souris, chez ceux-là, parce que la molécule, ce sacto, il faut avoir la bonne dose thérapeutique au site d'action. Et c'est là où il y a la contradiction, qui peut avoir une contradiction pour les molécules, il faut les molécules trouvent leur principe, c'est je dois atteindre une certaine dose sans avoir des toxicités dans le corps, l'organisme entier, puisque ma molécule va se diviser partout dans le corps. Et c'est là où il y a un compromis et qu'à l'heure actuelle, ce compromis-là n'a pas pu trouver. Ça ne veut pas dire que les molécules actuelles développées ne sont pas bonnes, c'est qu'elles n'ont peut-être pas encore trouvé la bonne formulation pour adresser la molécule au bon site, à la bonne dose et de manière continue. Et c'est là où ça devient intéressant pour la cellule, c'est là où je reviens entre le in vivo et le ex vivo que j'avais vécu à l'époque de mon développement de ma carrière scientifique. Et peut-être qu'au final, pour des maladies chroniques très, très complexes, je n'exclus pas qu'il nous faudrait des cellules et il nous faudrait peut-être des molécules qui vont s'adresser à des voies d'action que ne peuvent pas adresser, par exemple, les hépatocys, qui peut être l'inflammation, des choses comme ça, ou qui peuvent adresser, mais pas de manière suffisamment rapide pour avoir un bénéfice rapide pour le patient. Voilà. Donc peut-être qu'à la fin, on arrivera quand même à l'écarter. On arrivera à des cellules avec une formulation combinatoire molécules pour pouvoir avoir un traitement à long terme chez ces patients-là, puisque maladie chronique veut également dire traitement à très long, du rejet immunitaire puisque je suis dans une cellule allogénique. Donc, dans le domaine, il y a beaucoup de stratégies qui sont développées pour
pour empêcher le rejet des cellules souches pluripotentes. Donc, il y a des approches scientifiques qui visent à les modifier génétiquement. C'est-à-dire en utilisant par exemple la méthode des ciseaux moléculaires, les CRISPR, là, qui est une des nouvelles voies thérapeutiques entre thérapie génique et molécules. Et donc, on enlève le HLA qui empêche le rejet, puis on replace derrière, en plus, une molécule qui va empêcher les NK de reconnaître les cellules qui ont plus de HLA, puisque c'est le rôle des NK. Voilà. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qui sont en train de mettre en place. Nous, Gulliver, on se place où on a une plateforme de production. Nous, la cellule souche pluripotente au départ, qu'elle soit embryonnaire, IPS, génétiquement modifiée, ça fonctionne. Nous, on peut faire des hépatocytes dessus. Voilà, toutes les données scientifiques, toutes les publications scientifiques, ce n'est pas tant le type de cellule qui est important au départ. On arrive tous à faire des hépatocytes. La difficulté, c'est plutôt comment, à partir d'une lignée de ces cellules souches pluripotentes, on arrive à faire un produit stable à la fin, au bout de la seringue, et qui tient compte des caractéristiques de la cellule souche de départ, puisque elles sont différentes et qu'elles ont des comportements un peu différents selon la cellule souche pluripotente en elle-même. Et c'est pour ça que les agences réglementaires, pour l'instant, on avait posé ces questions-là au HMRA. Hein. Si on venait avec une autre lignée de cellules souches pluripotentes que celle qu'on utilise exactement nous, est-ce que ce serait un autre produit de thérapie cellulaire ou pas? Est-ce qu'on devrait recommencer? Est-ce que c'est un nouveau médicament? Est-ce qu'on doit tout recommencer à zéro? Donc voilà, donc la question n'est pas encore tranchée, mais pour l'instant, l'idée voudrait que, puisque le procédé et le produit, si vous changez la lignée de départ, qui est des propriétés biologiques légèrement différentes de votre lignée, eh ben, ipso facto, on considérerait plutôt cela comme un nouveau produit. Voilà. Après, bien sûr, sauf si vous montrez des études de comparabilité démontrant que, voilà. Donc tout ça, c'est en cours d'évolution hein, avec le domaine. Donc voilà, et puis dans le domaine de la thérapie cellulaire, bon, voilà, il y a des concurrents voilà, qui sont beaucoup plus avancés que nous et qui sont déjà en phase 2 sur des maladies chroniques. J'espère qu'ils vont réussir. J'ai tout mon voilà parce que au final ça sera le bénéfice du patient, ça va démontrer qu'on peut guérir une maladie du foie parce qu'à l'heure actuelle, quelles que soient les stratégies développées, on n'a jamais encore réussi à trouver une alternative à la greffe, jamais. Donc la question que tout le monde se pose, investisseurs compris, Big Pharma compris sûrement, est-ce que le foie, on peut guérir des maladies du foie réellement? Voilà. Donc, on n'a pas encore de succès probant. Lorsque le patient vient en greffe, à part la greffe, on n'a rien. Donc c'est un peu flippant. Et je comprends tout à fait la chose. Et on se demande tous, mais pourquoi l'animal, ça fonctionne et pourquoi ça ne marche plus chez l'homme? Voilà. Donc, les réponses que nous, Gulliver, on apporte, c'est que, voilà, on pense que c'est une question de variation du manufacturing parce qu'on arrive en phase 3. Je pense qu'on va réussir les phases 1 et les phases 2. J'ai aucun doute dessus. Et j'ai aucun doute que mes concurrents vont réussir. Parce que ce sont des phases où on arrive encore à contrôler. Mais quid lorsqu'on va arriver à 2000 patients? Parce que le NASH de la phase 3, c'est 2000 patients. 2000 patients, ça sous-entend énormément de centres. Comment on va garantir le produit final au bout de la seringue? Et c'est ça l'enjeu, en fait. Et c'est là, je pense, où on n'a pas encore beaucoup réfléchi du point de vue, je pense, scientifique, parce que la cellule, c'est nouvelle et que nous, en tant que, moi, en tout cas, en tant que scientifique, mais non, j'ai conscience de ces problèmes-là et on est en train de les résoudre. Et nous, on est en train de les résoudre en fonction du financement qu'on a. Lorsque j'ai créé la société, je trouvais que c'était super. On a eu un projet européen, 2 projets européens, on a eu des éléments de faisabilité industrielle et tout cela. Et donc, je pensais que voilà, j'avais un plan A, tip top. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je me rends compte que le domaine de la thérapie cellulaire, ce n'est pas la molécule, on n'est pas dans l'immunothérapie, on n'est pas dans l'oncologie. Voilà, on est la 5e roue du carrosse, voilà. Mais j'avais dit, voilà, 2017, c'est peut-être la situation comme cela, mais vous verrez, dans les 5 ans qui vont arriver à partir de 2017, ça va se transformer.
Et ça a commencé, les quartiers sont arrivés, le NASH est arrivé. Et là, je viens de vous dire, les cellules souches pluripotentes, le domaine avance et maintenant il y a le foie. Donc voilà, donc les choses suivent son cours. Les choses suivent son cours et nous, la tâche de Gulliver, c'est de survivre, entre guillemets, parce qu'on est une petite start-up française. Je n'ai pas encore réussi de série A, on est en cours. On essaie de réussir une série A et j'espère que la news de l'EMA qu'on vient de voir va booster, va montrer va donner la confiance de nos nouveaux partenaires, on va dire, dans Gulliver. Bien, eh bien, c'est vraiment tout le bien qu'on vous souhaite que vous réussissiez cette levée qui sera de 10 millions. En fait, vous ciblez à peu près 10 millions, ça, c'est cela. Est-ce qu'il y a, il est 19h47, alors s'il y a une question, il faut la poser très très vite. Sinon, je pense que l'exposé a été très très complet et très ouvert. Je ne vois pas de questions poindre. Donc, je voulais vous remercier, Tuan, pour cette conférence qui nous a apporté beaucoup dans la profondeur de ce que vous faites et dans votre vision stratégique de l'entreprise. Je voulais aussi remercier nos participants de nous avoir suivis et d'être fidèles à nos rendez-vous quotidiens. Pour information, demain, nous accueillons Corinne Ronfort. Corinne Ronfort est la CEO d'une nouvelle société qui s'appelle Iova et qui élabore un vaccin innovant à base d'ADN. Elle va nous expliquer tout ça, une piste qui n'a pas été trop explorée jusqu'à présent. Le lendemain, nous aurons une société cotée qui viendra exposer, alors je vous donnerai le nom, c'est Umutep exactement, et c'est son CSO qui vient exposer, qui est en oncologie, donc qui va exposer les pistes sur lesquelles ils sont et les développements dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie tous encore une fois, merci Tuan pour cette conférence, merci à vous tous, je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.